Salut à tous et bienvenue pour un nouveau Superphysique podcast. Je suis Rudy et je suis en compagnie de Fabrice. Nous sommes les fondateurs du site superphysique.org et nous sommes très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau podcast consacré à l'évolution de notre alimentation en musculation après presque 20 années de pratique chacun. Et autant dire que nous avons connu certaines phases assez rigolotes. Salut Fabrice. Salut Rudy, ça va? Toujours bien. Alors, avant de commencer, nous avions une grande nouvelle à vous annoncer. En effet, vous ne le savez peut-être pas, mais on a toujours un peu d'avance avec les podcasts Superphysique. Là, au moment où on enregistre celui-ci, nous sommes à la mi-août. Et au moment où on postera ce podcast-là, une grande nouvelle sera arrivée, à savoir l'apparition du livre de Fabrice consacré à la musculation avec haltères. Fabrice, peux-tu nous en dire plus ? Oui, merci pour le teasing. Eh bien donc au début j'avais monté un site qui s'appelait musculation-haltère.fr avec des tas de photos d'exercices, des programmes d'entraînement, une petite partie sur la diète et tout ça. Et comme le site a bien plu, puis que j'avais envie d'en faire quelque chose d'un peu plus, je sais pas comment dire, professionnel on va dire, eh bien, je me suis lancé dans l'écriture d'un ouvrage. Et donc là, j'en suis à 360 pages à 5. Il devrait avoir à peu près 400 pages à 5. Et donc, au moment où ce podcast-là sera publié, eh bien, le livre sera disponible sur Amazon en version Kindle et en version papier. Donc voilà, ce sera la Bible de l'entraînement à domicile avec des haltères et un banc incliné. Donc, j'en suis assez fier. Et j'espère que ceux qui le liront en seront contents. D'ailleurs, moi, ma question, pour ceux qui nous suivent pas depuis très longtemps, c'est pourquoi un livre sur l'entraînement de musculation avec haltères à domicile ? Toi, je crois savoir justement que c'est parce que une bonne partie de l'année, tu t'entraînes comme ça, en fait, avec très peu de matériel. Oui, c'est ça. Donc j'ai eu plusieurs phases dans mon entraînement. J'ai eu une phase avec un entraînement à domicile, mais barre haltère et puis une barre de traction. Une phase où je me suis entraîné en salle. Et puis après, j'ai eu cette phase où je me suis entraîné avec du matériel minimaliste. Donc essentiellement deux haltères, un banc incliné. Et puis donc j'ai réfléchi à une pratique de la musculation juste avec ce type de matériel qui soit pérenne et qui permette de progresser. De progresser correctement, et je me suis même aperçu que on pouvait progresser presque plus vite par rapport à certains entraînements que je peux voir en salle qui se concentrent sur les machines ou les poulies. Et notamment quelque chose dont j'ai parlé plusieurs fois sur ces podcasts-là, c'est que par exemple le rowing avec halter était un exercice très efficace pour prendre du dos, et que des fois en salle de musculation on ne fait pas parce que c'est trop fatigant ou qu'on pense qu'il faut mieux faire avec des machines. Et au final, quand on est limité avec les haltères et puis qu'on se concentre sur cet exercice-là puis quelques variantes, on s'aperçoit que c'est bien efficace pour du dos. Et puis bref, j'ai aussi réfléchi à des variantes pour muscler les cuisses avec un matériel réduit. Donc voilà, je me suis mis au squat gobelet avec haltère, j'ai testé le squat sumo, les fentes, les exercices sautés. Enfin bref, j'ai vraiment pratiqué tout ce que j'écris dans le livre. J'ai aussi pensé à tous ceux qui viennent sur les forums et puis qui posent souvent des questions de débutants puis qui sont perdus sur les exercices à faire. Bref, et j'aboutis à, je pense, quelque chose de pas mal. Donc voilà. J'ai vu en lisant les premières pages que tu avais même défini des niveaux, un peu à l'instar du club Superphysique, sur les exercices avec haltères. Oui, bon ça c'est le truc habituel. Oui, j'ai donné quelques exemples de performances au rowing à un bras, au développé couché, puis aux pompes. Mais bon, pour moi, c'est relativement marginal ce truc-là. Cette histoire de niveau, faut savoir que nous on l'a déjà décrit dans le site Super Physique et même dans la version précédente Smart Weight Training, ça fait plus d'une quinzaine d'années en fait qu'on a ce concept de niveau en fonction de la performance. Donc là, c'est pas vraiment nouveau, sauf c'est juste que je l'ai un peu adapté aux haltères. Voilà. Et cerise sur le gâteau, c'est Bibi qui a fait la préface. Ah voilà, c'est Rudy qui a fait la préface, le meilleur d'entre nous. Enfin, ce que je veux souligner, c'est que le prix, étant donné la qualité du produit donc que j'ai vu, est extrêmement faible pour justement permettre à tous de pouvoir l'acheter. C'est quoi le prix exact, Fabrice ? Au format Kindle, il sera à 9,90 € sur Amazon. Après, au format papier, je pense que ce sera une vingtaine d'euros. Ça dépend de mon coût d'impression. Comme il y a beaucoup de photos couleurs, je sais pas encore combien ça va coûter. Mais 9,90 €, autant dire qu'aujourd'hui, si vous souhaitez peut-être nous soutenir et que vous n'avez pas beaucoup de moyens, etc.,
ça peut nous faire très plaisir. Voilà. 9,90 €, en tout cas, vous serez pas déçus par la qualité. Pour rappel, pour ceux qui connaissent pas Fabrice, c'est quand même le pionnier de la musculation sur Internet depuis 99, si je dis pas de conneries. Et donc, il était temps que tu fasses un livre, notamment avec toute ton expérience depuis 1999, soit presque 20 ans. Merci Rudy. Au moment où on enregistre ce podcast, donc j'ai bien précisé qu'on était mi-août, on arrive également en rupture de stock sur certains de nos suppléments super physiques. Donc, on voulait vous dire de ne pas vous inquiéter, ça va revenir, mais le mois d'août, c'est toujours un peu plus lent. Et effectivement, on n'avait pas prévu le succès des suppléments super physiques, notamment de super vitamines, des oméga 3, etc. Et donc, on attend la nouvelle livraison, mais comme en août, tout le monde est un peu lent. Mais en tout cas, voilà, je voulais juste en profiter pour vous dire, merci de votre soutien sur les suppléments super physiques. On travaille actuellement, encore une fois, vu le succès, sur un autre supplément. On a eu je pense, une très très bonne idée. Encore une fois, je nous lance des fleurs. C'est normal, c'est notre podcast. Mais on a eu une bonne idée. Donc, Fabrice est en train de voir pour que ça se concrétise. Et en tout cas, on sera, encore une fois, très content de pouvoir vous le proposer dès que tout le monde sera rentré et prêt à travailler. Également, pendant que j'y suis, vous avez pu voir, pour ceux qui se forment notre podcast ou ma chaîne YouTube Body Avenir, les vidéos documentaires des Super Physique Games, donc des 4 catégories, à savoir les femmes, les hommes moins de 75 kilos, les hommes moins de 85 kilos, les hommes plus de 85 kilos. Et d'ici quelques jours, sortira donc le nouveau règlement pour cette 4e saison du Club Super Physique. Si vous n'avez pas encore vu les vidéos, je mettrai des liens dans la description. C'est vraiment quelque chose à voir si vous êtes un pratiquant de musculation sans dopage, si vous vous posez des questions sur quel niveau vous pouvez atteindre naturellement après des années d'entraînement. Ça va vous sembler peut-être élevé, mais ce sont des objectifs réalistes que beaucoup d'entre vous pourraient atteindre en s'entraînant de manière spécifique. Donc, encore une fois, comme on est partisan du ensemble, on fait mieux que seul, vous aurez un aperçu exact de ce que sont les Super Physique Games et les compétitions que nous organisons tout au long de l'année. Maintenant, nous avons eu l'idée de ce podcast sur l'alimentation parce que, on disait en ce début, que nous avons connu plusieurs phases assez drôles d'évolution en ce qui concerne notre alimentation. À la base, on voulait faire un podcast sur les bases de la diététique, mais comme en général, ça vous intéresse moins et qu'on a déjà expliqué ça des centaines et des centaines de fois, que ce soit dans des livres numériques ou même sur le site Super Physique, eh bien, on s'est dit qu'on allait parler un peu, retracer nos débuts pour voir ce qu'on faisait, notre côté extrême qui est apparu au bout d'un moment, et puis pour finalement revenir à un certain équilibre. Alors Fabrice, je vais t'interroger, quelle a été ta première façon de t'alimenter qui peut te paraître bizarre avec le recul? Oui, donc j'ai eu ma première phase quand j'étais adolescent. Comme tout adolescent, je dépendais un peu des subsides, de ce qu'achetait ma mère. Et donc elle voulait pas m'acheter de compléments alimentaires, peut-être à juste titre. Et puis elle cuisinait comme toute maman. Et moi j'avais vu qu'il fallait manger des protéines supplémentaires sur les magazines pour prendre plus vite en musculation. Et donc le truc qui convenait à ma mère et qui finalement convenait à moi, c'était les boîtes de thon. Donc du coup, j'ai demandé à ma maman d'acheter plein de boîtes de thon, et puis j'allais avec ma petite boîte de thon au lycée, puis voilà, puis je mangeais à la pause de 16 heures, avec parfois une banane. Aussi simple. Et en fait, cette phase-là a duré pas mal de temps, parce que vraiment pendant des années, je me suis goinfré de boîtes de thon. C'était la protéine qui semblait la moins chère et la plus efficace, donc un classique en général de la muscu. Et toi, Rudy? Et c'est vrai que moi je me souviens quand je venais chez toi quand tu étais en région parisienne, tu avais un stock incroyable de boîtes de thon. Mais tout le monde faisait comme ça à cette époque. Kowok, avec qui j'avais sympathisé, lui aussi avait un stock important de boîtes de thon chez lui. Et il y avait même la blague qui consistait à boire le jus de la boîte de thon. Parce qu'on trouvait que c'était anabolique, mais je pense que c'était lié à la rétention d'eau, parce que du coup on avalait plein de sel. Et du coup ça faisait de la rétention d'eau, puis on avait l'impression que ça rendait plus gros de boire le jus du thon. Enfin bref. Et donc on en a mangé des tonnes et des tonnes de ces boîtes de thon qu'on achetait en grand format au Leader Price. Et puis après c'est passé, puis on est passé à une autre période. Ouais, moi je me souviens quand j'ai commencé la musculation, donc j'étais jeune, j'étais adolescent, j'avais 14-15 ans, et moi ce que je faisais c'est que je buvais énormément de lait. Je me souviens que dans les magazines à l'époque, les produits laitiers, les magazines de muscu, c'était très à la mode.
Et donc, ça m'arrivait en fait 2 fois dans la journée de boire 1 demi-litre de lait. Et dedans, je mettais du miel en plus. Je sais pas si tu faisais ça, mais donc je buvais ça quand j'étais gamin. Mais vraiment, donc après l'entraînement, je faisais ça. Et je faisais ça également dans la journée en termes de collation. Et c'est vrai que plus tard, quand on s'est aperçu que voilà, les produits laitiers, surtout en excès, étaient plutôt nocifs pour la santé, ça m'a fait relativiser ce que je faisais. Et pourtant, c'était super bon. Hein. Du lait avec du miel, tu te régales. Hein. C'était vraiment, surtout du lait chaud, c'était vraiment super, super bon de mémoire. Hein. Et non, mais c'était une bonne période. Et ce que tu parles des boîtes de thon, c'est marrant parce que, pareil, moi j'ai une anecdote qui est assez énorme. Quand j'étais au lycée aussi, moi mes parents étaient peut-être un peu plus conciliants que les tiens, c'était une autre génération. Et donc moi, je m'achetais des protéines en poudre en temps normal pour prendre justement entre les repas le matin et l'après-midi quand j'étais au lycée. Et le problème, c'est que c'était vachement bon. Et donc mes potes souvent me demandaient de goûter les prods, et puis forcément, c'était trop bon, quoi. C'était goût choco. Donc après, j'ai eu la solution. Je me suis dit, bon, je vais acheter de la prod qui est dégueulasse. Donc j'ai acheté de la prod vraiment horrible. Et là, quand les mecs goûtaient, ils disaient, oh là là, c'est horrible, quoi. Je disais, bon, plus de prod. Et donc après, finalement, comme il y en a toujours qui en voulaient, je disais, bon, je vais changer. Et je faisais un truc, mais vraiment horrible. Mais horrible. C'était boîte de thon que je mélangeais. Donc je prenais une boîte de 280 grammes. Je sais pas si ça existe encore, mais à l'époque, c'était des boîtes de 280 grammes de thon net égoutté. Je la coupais en deux et je mettais ça dans un Tupperware avec des flocons d'avoine crus. Et je faisais le mélange comme ça et je mangeais ça. Et là, c'était horrible parce que quand j'étais au lycée, je me souviens, quand tu ouvrais un truc pour manger, tout le monde se disait, qu'est-ce que tu manges et tout. Puis les mecs voyaient ce que je mangeais, ils disaient, oh putain. Et franchement, c'était vraiment le truc... avec le recul, je me dis c'était vraiment horrible, quoi. Mais c'est vrai que c'était hyper sec, en plus, le thon en boîte et donc l'avoine crue. Et je mangeais ça en cours de récré. Même des fois, je mangeais ça en cours, quoi. J'avais 16 ans. Et on n'avait pas de pause. Je sais plus, il y avait 4 heures de cours sans pause, quoi. Et je bouffais ça en cours. Les mecs étaient dégoûtés, quoi. Rien que l'odeur. Ça devait pas être très digeste des flocons d'avoine crue non Ah poudreux. ouais. Et puis avec le thon, en plus, mélangé ensemble, hein, c'était horrible. Mais horrible, horrible, horrible. Et juste après, j'ai passé mon brevet d'état à Cumèze, et là j'ai eu une autre période qui consistait en fait tous les matins, je passais devant la boulangerie, et donc pour pas m'emmerder, en fait, la semaine j'achetais des paquets de jambon. D'ailleurs à l'époque, tu me disais non mais mange pas ça, c'est horrible et tout. Donc j'achetais des paquets de jambon premier prix, bourrés de nitrite, des vraies saloperies. Et je passais devant la boulangerie le matin et j'achetais une baguette. Et je faisais une demi-baguette avec 2 tranches de jambon à 10 heures et la même chose à 16 heures. Et donc, forcément, la boulangère était contente de me voir tous les matins avant d'aller en cours arriver. Puis j'arrivais dans mon sac, j'avais une baguette, quoi. C'était vachement bon, ça, quoi. C'était vachement bon. Et ça, à un moment où je faisais ça, c'est l'année où je suis devenu champion de France de force. Pour donner un ordre d'idée, donc c'était 2005. Et là, j'étais content. La pause, là, on avait des pauses comme c'était formation de muscu, tout le monde faisait ses collations, ses trucs, etc. Et là, c'était vraiment une période un peu bénie où là, pain blanc en plus, hein, vraiment la baguette. Et c'était bon, quoi. Hein. Franchement, je la prenais pas trop de suite et tout. C'était vraiment une période, quoi. Mais moi aussi j'ai eu la phase lait, donc ça a correspondu à certains articles que j'avais lus sur la musculation où tu sais ça disait qu'il fallait faire du squat, boire du lait et que tout ça c'était anabolique. Et en plus effectivement quand tu travailles, au lycée tu peux encore sortir ta boîte de thon à 16 heures sur le préau, t'as un peu la honte mais c'est pas hyper gênant, mais éventuellement tu la manges aux toilettes. Mais quand t'es au boulot, tu peux pas sortir la boîte de thon au boulot parce qu'effectivement ça a une odeur comme tu l'as dit. Et donc du coup, je me suis dit, je vais emmener des briques de lait au boulot. Et donc du coup, en fait, je me sirotais une brique de lait tous les après-midi. Mais le problème, c'est que ça avait un inconvénient, c'est qu'à l'époque, le lait digeste n'était pas trop répandu. Et donc du coup, c'était du lait normal. Et comme beaucoup de gens, j'avais des difficultés à le digérer. Et donc c'était pas toujours triste. Donc c'est pas une phase c'est pas une phase que j'ai conservée longtemps parce que c'était pas tenable. Alors du coup, après, j'ai cherché un autre truc que je pouvais manger au boulot, sans odeur et digeste. Et donc j'ai eu la phase Tupperware, où en gros je cuisais du riz le matin et je mettais du foie, que je cuisais le matin aussi, que je découpais en petits morceaux. Je mettais tout ça dans un Tupperware et je mangeais ça à la pause de 16 heures. Et l'avantage en fait c'est que ça n'avait pas d'odeur et que le foie c'était pas très cher. Et ça faisait une source de protéines et de minéraux. Mais bon après évidemment
Enfin, déjà c'était du truc premier prix, et puis ça faisait quand même jaser autour de moi de voir quelqu'un qui mangeait du foie gras, du foie froid et du riz froid en plein après-midi. Et donc après, je suis encore passé à une autre phase. Mais toi, quelle a été la... Donc, tu t'es fait influencer alors. T'as pas réussi à tenir ta motivation. Peut-être, oui. Mais bon, tu sais, quand t'es cadre au travail, tu dois quand même avoir une certaine allure. Donc à la fin, ça faisait un peu ridicule en fait d'être le type en cravate qui sortait son tupperware puis qui mangeait son truc. Tu vois, ça faisait un peu coucouille. Donc bon. Après, je suis passé aux protéines en poudre et c'était mieux quoi. Ouais, mais moi aussi j'ai eu cette phase. On peut parler un peu des protéines en poudre, et c'est justement l'époque où j'ai testé plein de marques. Je sais pas si t'as testé beaucoup de marques, toi, mais moi j'ai testé beaucoup de marques. Et je me souviens de trucs, mais vraiment infects. Hein. C'est vraiment. Donc je vais pas citer les marques parce que ça n'existe même plus maintenant. Hein, c'est ça le pire. Elles ont vraiment disparu. C'était l'époque où en fait il y avait une grosse holding et qui faisait je sais pas 5 ou 6 marques différentes avec divers packaging. À l'époque, il n'y avait pas encore. C'était le début d'Internet, donc on commandait surtout via les magazines, on envoyait un chèque, etc. Et je me souviens de cette période, mais c'était vraiment horrible, quoi. C'était, il y avait vraiment des trucs. Tu voulais pas payer cher, bah tu pouvais ne payer pas, tu pouvais payer peu, mais c'était vraiment très horrible, mais vraiment horrible au goût des trucs. Tu demandais chocolat et c'était pas du tout chocolat, quoi. C'était vraiment le truc. Et je pense que après ça, c'est la période en fait où je suis parti un peu plus dans l'extrême au niveau de l'alimentation, où j'ai commencé vraiment à m'y intéresser de près, parce que jusqu'alors, en fait, peut-être comme toi, j'étais plus dans l'optique justement de beaucoup manger, de manger suffisamment de calories, pas forcément de compter ce que je mangeais, mais vraiment de manger en quantité suffisante. Je me souviens qu'on faisait des écarts régulièrement, surtout le samedi qu'on allait sur l'île de Puteaux pour s'entraîner, puis qu'on allait au Chinois après, parce que Kovok nous disait que fallait manger comme des gros pour sécréter plus d'hormones de croissance. Oui, il disait que quand on avait l'estomac rempli, c'était anabolique. Ah c'est sûr que tu manques. C'est sûr que c'était anabolique, mais pas qu'anabolique pour les muscles. C'est bien ça le problème. Mais c'est vrai qu'à l'époque, ça me fait penser, on était plus orienté que la génération actuelle sur justement la progression, la prise de masse, la prise de force, etc. Et moins sur la sèche. Donc ça nous dérangeait pas d'être un peu plus gras, même si on faisait quand même attention à ne pas devenir trop gras. Et voilà, ouais, c'est à ce moment-là où j'ai commencé à plus m'intéresser à la diète, à commencer à peser ce que je mangeais, etc. Mais là, c'était plutôt la phase un peu extrême où les écarts, j'en faisais pratiquement plus. Je me souviens, je devais avoir quoi? C'est juste après mon premier régime, donc c'était quoi? C'était 2007, j'avais quoi? Donc 19 ans, 18-19 ans. Donc ouais, c'est ça, au bout de 4-5 ans, quand j'ai fait mon premier régime, donc c'est 18 ans, quand j'ai fait ma première sèche, entre guillemets, avec Yann, de la Team Super Physique, on s'était lancé un petit défi ensemble. Et là, en fait, quand j'ai commencé à peser ce que je mangeais, là, je suis rentré dans une phase, en fait, assez extrême, où vraiment les écarts, j'en faisais presque pas, ou je pense que beaucoup connaissent cette phase-là, peut-être actuellement, si vous êtes jeune dans la musculation, ou même quand il y avait des anniversaires, on mangeait pas de gâteau, vraiment, fallait avoir suffisamment, fallait en fait manger exactement ce qu'on avait prévu, donc tout était pesé, mais absolument tout, et il y avait vraiment aucune place au hasard. Et ça, c'est une période vraiment où j'ai énormément progressé, où par contre, la vie sociale était, du moins manger à l'extérieur, ça n'existait pas. Et je me souviens de déplacements en compétition, parce que j'accompagnais souvent mes potes en compétition de force, où moi j'arrivais, j'étais encore boîte de thon à l'époque, je ne me connaissais pas encore très bien, et je faisais ring nature, thon nature, et les mecs étaient impressionnés, parce que justement ils disaient mais comment tu fais pour manger ça, c'est tellement sec, etc. Et en fait moi ça passait tout seul, mais ça c'est une phase qui a duré, qui a bien duré peut-être 2007, 2008, ouais c'est bien une phase qui a duré 2-3 ans, où vraiment j'étais extrême, j'étais archi strict, parce que je pense que quand on fait son premier régime aussi, après on a la peur de reprendre du gras, et donc on essaye vraiment d'avoir le contrôle là-dessus. Toi Fabrice, t'en es arrivé justement à peser tous tes aliments à un moment? Non, peser, ça j'ai jamais trop fait, mais par contre, être dans une phase qu'on peut dire orthorexique, comme tu l'as été, ça m'est déjà arrivé quand j'essayais de sécher, où tu sais, t'oses pas prendre le moindre truc qui te paraît entre guillemets néfaste, soit trop calorique, soit un petit peu gras, parce que t'as l'impression que ça va ruiner tes efforts, puis que tout d'un coup, tu vas perdre tes abdos, et au final, c'est vrai que l'alimentation devient un peu ça devient un peu une obsession, et tu veux absolument pas qu'il y ait quelque chose qui soit pas bon dans ton alimentation. Donc si tu vas au restaurant et que tu commandes par exemple des haricots,
et que tu vois qu'il y a un peu de beurre sur les haricots, tu vois, tu les manges même pas parce que tu te dis non, je veux pas me saloper en mangeant du beurre, tu vois. Et donc ça ressemble un peu à ta phase en extrême, mais sans peser, mais juste en se concentrant sur les différents aliments, puis en transformant ça en obsession. Mais donc en termes psychologiques, en fait, ça a un nom de devenir comme ça. Mais heureusement, cette phase-là, je l'ai pas eu trop longtemps. Ouais, mais moi, je me souviens de ce truc-là. C'est vrai que, en fait, je pense que c'est vraiment le premier régime qui fout un peu en l'air psychologiquement parce que tu sèches et t'es là et tu te dis bon, putain, j'ai pas envie de reprendre de gras, je contrôle le truc. Tu sais, tu deviens un peu, je sais pas, égocentré. J'ai l'impression que la sèche, en tout cas. Alors après, j'extrapole un peu. Hein, vous pourrez nous donner votre avis sous le podcast, mais que quand on fait ces premiers régimes et qu'on est vraiment à fond dans le contrôle de son apparence physique, bah on devient complètement fou, quoi. Mais vraiment. Moi, je me souviens à une période sur le forum, donc c'était avant Superphysique, il y a eu la mode du régime Seignalais que tu as appliqué, Fabrice, et qui était justement un régime qui excluait énormément d'aliments. Est-ce que tu peux nous rappeler en quoi ça consistait exactement? Je vais avoir du mal à me rappeler, mais en gros, c'était un peu les prémices de ce qu'on appellerait l'alimentation paléo, je pense. En fait, donc le docteur Seignalais, qui je crois est mort depuis, il a écrit un livre qui s'appelait L'alimentation ou la troisième médecine, et en gros, il avait constaté qu'avec une certaine alimentation, il y avait des maladies qui régressaient, et notamment des maladies au niveau du côlon ou d'autres. Et donc, son idée, c'était qu'il fallait se rapprocher un peu de ce que mangeaient, selon lui, les hommes préhistoriques, on va dire, parce que on était adapté à digérer ça et qu'on était moins adapté à digérer les céréales modernes qui ont évolué, par exemple. Et donc je crois que c'est tout à fait le raisonnement qu'on donne actuellement pour le régime paléo. Donc on va dire que c'est un régime paléo avant l'heure. Et donc il fallait manger beaucoup de crudités, du riz, je crois qu'il y avait des pâtes. Je me souviens plus, mais en gros c'était le début du régime paléo. Et le truc, c'est que c'était difficile d'avoir ces calories, en fait, si tu suivais strictement ce régime-là, sauf à manger tout le temps la même chose, en fait. Et donc, du coup, j'ai pas tenu ça très longtemps. Et par contre, plus tard, j'ai évolué dans le végétarisme, mais ça, c'est encore autre chose. Mais oui, signalé, Parce que très bien. actuellement, tu ne manges plus de viande? Ah oui, non, plus de viande du tout. C'est le principe du végétarien. Par contre, des fois, je mange du poisson. Donc là, c'est pas tout à fait végétarien, mais oui, je mange du poisson de temps en temps. Mais la viande, ça fait des années et des années maintenant, j'en ai plus mangé, ça c'est sûr. Et puis, on voit ça gêne pas. Et comment t'as fait pour dévier vers le végétarisme? Qu'est-ce qui t'y a emmené? Après, je veux pas faire du prosélytisme pour le végétarisme, mais en gros, il y a plusieurs choses. Donc, il y a l'aspect allez, comment dire? On va dire il y a un aspect moral lié à la manière dont sont élevés les animaux et abattus, que je trouve pas terrible, donc je veux pas le cautionner entre guillemets en mangeant de la viande comme ça. Il y a un aspect, on va dire, écologique, c'est que élever tous ces animaux sur la planète Terre, en fait, ça demande beaucoup de ressources. Et par rapport à tous les êtres humains qu'il y a sur Terre, si tout le monde mange des tas de viande, en fait, c'est pas optimal. Et puis après, il y a un aspect même sur la santé. En fait, on s'aperçoit que c'est pas forcément bon de manger beaucoup de viande rouge. Et du coup, il reste éventuellement la viande blanche, mais bon, la viande blanche, j'aime pas plus que ça, puis je pense quand même au poulet. Donc petit à petit, au final, j'ai dérivé, puis j'ai abandonné complètement la viande. Et puis, comme je continue à prendre des produits laitiers, donc moi je suis pas tombé dans la mode les produits laitiers, et puis des œufs, plus des légumineuses, au final, ça n'a rien changé à ma pratique de la musculation, à part que je prends plus de viande, quoi. Et comme j'avais jamais mangé de jambon au nitrate comme toi, ça m'a pas trop gêné. Et moi, j'ai jamais eu de période blanc de poulet. J'ai surtout eu des périodes fromage blanc ou des périodes œufs, après la période thon. Mais la période blanc de poulet, je l'ai pas eu. Mais je sais que sur les forums, c'est assez fréquent en fait d'acheter du blanc de poulet premier prix sous cellophane, puis de manger ça 4 heures comme tu faisais, soit avec du pain, soit même tout seul, pour avoir ces protéines. Mais bon, pour moi, ça c'est un non-sens parce que c'est vraiment de la nourriture de très bonne qualité, donc autant prendre des protéines en poudre plutôt que de manger ça. Et donc, bref, comme j'étais pas trop viande blanche, ça a pas trop été difficile quand même de faire le passage vers le végétarisme. Et puis voilà, là, ça fait une paire d'années que je le suis. J'ai oublié depuis quand, et voilà. C'est quand t'étais jeune jusqu'à maintenant où t'es vieux, quoi. Ah, mais moi j'ai eu cette période blanc de poulet, mais pas sous cellophane, mais vrai blanc de poulet. Tout à l'heure, j'avais un coaching téléphonique avec François, qui nous écoute régulièrement en podcast. Et justement, lui me posait la question, il me dit comment je fais pour varier du poulet, parce que j'achète des escalopes de poulet, j'en mange tous les jours, tout le temps, etc.
Et moi, j'ai eu cette période-là, justement, quand je préparais mes compétitions de culturisme, où je me souviens, j'achetais, je sais plus combien de kilos par semaine, et je me souviens, j'habitais encore chez mes parents, et ma mère m'aidait, elle coupait les morceaux de poulet pour que ça fasse des paquets de 200 grammes qu'on mettait au congélateur, etc. Et des fois, je mangeais, je sais pas, presque 1 kilo de poulet par jour, en fait, hein. Mais vraiment beaucoup, beaucoup. Alors après, c'est pas quelque chose que j'aimais particulièrement au goût, mais comme j'ai grandi avec les DVD de culturistes professionnels qui avaient leur diète affichée sur le frigo et puis il fallait la suivre coûte que coûte. En fait, pour moi, c'était normal de suivre ça, mais j'ai eu cette période-là. Et je vais même te dire un truc, je me souviens, ça me revient, avec Yann, quand il venait régulièrement chez moi, on se marrait parce que on cherchait toujours à avoir la plus grande assiette possible, à avoir le plus gros saladier possible, donc c'était avant qu'on compte notre alimentation, ou le plus gros mug possible, pour justement le remplir le plus possible. On avait remarqué, et c'est un truc qui est assez utilisé notamment dans les régimes, notamment quand on veut maigrir, c'est d'avoir des supports en fait plus petits. Comme ça, on a moins tendance à les surcharger. En fait, ça rentre pas dans l'assiette, quoi. Et comme on se resserre rarement, et nous, on avait en fait l'idée inverse, à savoir qu'il fallait des gros contenants pour manger justement dans des gros saladiers. Et je me souviens justement que pendant une période, je mangeais que dans les saladiers. Donc, si vous êtes en prise de masse et que vous avez du mal, manger dans les saladiers, ça peut être un bon conseil. Et je me souviens que mon petit déjeuner, ça, on n'en a pas parlé, on a parlé des laitages, mais on a eu une autre période également fromage blanc. Alors toi, je sais pas si t'en as beaucoup mangé, mais moi, je me souviens que à une période, je prenais plus d'1 kilo de fromage blanc par jour. Donc, tu allais en course et tu prenais 7 à 8 pots de fromage blanc par semaine. Et le matin, je commençais déjà avec 700 grammes de fromage blanc, quoi. C'était les protéines pas chères, en fait. Tu mangeais du fromage blanc. Alors après, t'avais un peu mal au bide, etc. Mais c'était des protéines pas chères. On sait que les protéines laitières sont plutôt des protéines assez efficaces, en comparaison des protéines, d'autres protéines pour faire du muscle. Et donc, on en a mangé, mais des tonnes et des tonnes. Alors après, c'était un peu fade. Donc après, je trouvais des astuces. Je me souviens d'une astuce que je faisais, c'est que je mettais du muesli dedans. Et comme le muesli n'était pas très bon, je mettais du cacao en poudre avec. Donc on mettait le cacao en poudre et donc tu mélangeais le tout et ça faisait du fromage blanc au chocolat, quoi. Avec le muesli, ça passait tout seul, mais et donc justement dans un saladier, quoi. C'était énorme. Et il y a même une période où j'étais en prise de masse. Je me souviens qu'on avait on avait fait une sortie Smart Weight Training, donc avant Superphysique à Disney. Je sais pas si t'étais là. Je crois pas que t'étais là, mais il y avait Jérôme, il y avait Kowok, il y avait Fioros, etc. Et à cette époque-là, avec Yann, on avait acheté des mugs les plus gros possibles qu'on avait trouvés à Disney pour justement, comme on était en prison, on avait du mal à grossir, à manger suffisamment. Tous les soirs, avant de dormir, je me faisais, justement, c'était cette période un peu du lait. J'étais repassé un peu aux produits laitiers, notamment au lait. Et je mettais 1 demi-litre de lait dans le mug. Donc c'était vraiment un gros mug avec des céréales. Donc je crois qu'à l'époque, moi j'avais testé pas mal de céréales à la con pour enfants, celles que malheureusement on nous fait consommer. Il y a peut-être encore des pubs à la télé, comme j'ai plus de télé, je sais pas, mais et donc je mettais des Frosties ou des Golden Grams tous les soirs avant de dormir. Donc forcément, quand j'arrivais à la salle, j'étais invincible, quoi. J'avais de l'énergie à revendre, les barres paraissaient légères, etc. Et comme j'étais très jeune, je sais plus quel âge j'avais, c'était un truc genre 18-19 ans, en fait, on faisait pas tant de gras que ça, quoi. On arrivait vraiment à exploser, car c'était vraiment assez impressionnant. C'était juste avant cette période un peu extrême où justement on a tout compté. Et c'est marrant parce que finalement, si on a réfléchi, on est passé par diverses phases un peu extrêmes pour finalement en arriver, nous on en parle souvent hors antenne, à un certain équilibre qui est la plupart du temps plutôt sain, mais également avec des excès pour lesquels on est plutôt bien avec soi-même. Toi Fabrice, je sais que tu es un fan de la gastronomie locale quand tu pars en déplacement. Ouais. Attends, je reviens juste sur ce que t'as dit. À mon avis, t'as oublié la phase steak haché. Il n'y a pas eu une période où tu mangeais des tas de steak haché à 15% et après des tas de steak haché à 5% pour avoir ta dose de protéines pas trop chère? Non, mais ça, les steaks hachés, en fait, moi j'avais j'ai une technique. Attention les gars, je vous préviens, c'est du très très lourd que je vais vous raconter là. Est-ce que vous êtes prêts? Allez, on est prêt. Fabrice, est-ce que tu es prêt? On est prêt. Et en fait, à un moment, j'ai acheté des steaks surgelés. Ouais, effectivement, des steaks hachés surgelés, en général bio, quoi. J'étais déjà pas mal porté sur le bio à l'époque. Je sais plus quel âge j'avais, c'était peut-être vers 21 ans. Je me souviens, c'était aux alentours quand j'avais fait 160 au coucher, quoi. Je me souviens. J'ai acheté des steaks hachés et donc ils étaient surgelés, quoi. Et en fait, des fois, j'avais la flemme de les faire décongeler, etc., d'attendre. J'oubliais de les sortir, en fait. Et donc, pour les faire cuire, j'avais une technique imparable.
Tu les mettais au micro-ondes. Tout à fait. Et je peux même dire le temps, je m'en souviens très bien, c'était 4 minutes 40 pour 2 steaks hachés congelés. Et donc, autant dire que ça n'a aucun goût. Hein. Franchement, c'est de la semelle après. Il n'y a plus du tout de rouge. La viande n'est pas carbonisée, mais bon, c'est de la semelle, quoi. Et bon, après, tu mettais... parce qu'après, je mettais pas mal... Après, j'ai cette période aussi de ratatouille en pot. J'en ai beaucoup mangé. Et je mettais la ratatouille en pot avec. Et donc, ça humidifiait le tout. Et ça passait tout seul, quoi. Mais vraiment tout seul. Mais c'est vrai que cette période... après, contrairement à toi, moi, je mange toujours de la viande. Donc après, j'alterne pas mal avec du poisson. Je mange beaucoup de sardines, divers poissons. Je varie beaucoup plus mes sources de protéines qu'avant. C'est vrai que je suis pas très centré sur juste du saumon, juste du steak haché. En fait, je vais, suivant ce qu'il y a disponible chez le boucher ou le poissonnier, voilà, je vais varier un peu chaque semaine parce que je pense qu'aujourd'hui, comme tout est un peu corrompu, je sais pas si le terme est exact, mais je me dis que mieux vaut varier les poisons. Ouais, ça. Et en fait, sur le blanc de poulet, effectivement, si les culturistes professionnels en prennent beaucoup en période de sèche, et si toi t'en prenais aussi, c'est parce que finalement c'est la viande la moins grasse et la source de protéines la moins grasse. Parce que quand tu prends du fromage blanc, t'as toujours un peu il y a toujours un peu de calories en plus des protéines. Si tu prends des œufs, il faut prendre uniquement des blancs d'œufs, et du coup tu perds les jaunes et puis ça coûte cher. Et donc du coup, c'est pour ça qu'ils prennent beaucoup de blanc de poulet parce que c'est entre guillemets, la protéine alimentaire. On va dire la plus qualitative, et donc voilà pourquoi ils en abusent. Et moi aussi j'ai eu ma phase de fromage blanc spécial, mais moi c'était le soir parce qu'en plus comme c'est des protéines laitières normalement à digestion lente, tu vois, ça s'y est mieux d'en prendre pas le soir. Et le matin j'avais ma phase œufs à la coque, où je prenais des tas d'œufs à la coque. Et donc c'est un peu blasphématoire puisque tu sais, on dit qu'il faut pas dépasser 7 voire même 2 œufs par semaine à cause des histoires de cholestérol, quoi qu'il y ait une controverse sur le fait que le cholestérol qui est apporté dans les œufs augmente ou pas le cholestérol sanguin. Enfin, toujours est-il que moi j'en ai toujours mangé des tonnes d'œufs. Et voilà, donc c'était le matin et puis fromage blanc le soir. Et comme tu l'as dit, avec le temps, les diètes ont été de moins en moins extrêmes. Et là, j'en suis arrivé à manger, on va dire à peu près équilibré en variant, mais par contre en ajoutant des apports supplémentaires en protéines et en glucides, avec de l'avoine, des protéines en poudre, puis des portions un petit peu plus grosses dans mon assiette. Ouais, parce qu'au final, on se rend compte que peut-être que ces périodes extrêmes étaient un besoin qu'on avait pour finalement se rendre compte que manger sainement, du moins essayer de manger sainement, et en même temps pour progresser, en fait, c'était pas si compliqué que ça. Déjà, ça me fait penser, j'en parlais tout à l'heure justement, comme je disais, avec François en consultation, c'est que finalement, manger sainement, si on y réfléchit un peu, faut consommer des aliments qui sont non transformés, etc. Ensuite, il faut manger suffisamment de protéines. Donc, en général, si on n'est pas trop bête, on voit bien que c'est facile de manger suffisamment de protéines. Les lipides, on se dit, voilà, si on mange déjà sainement, on sait très bien que faut prendre un peu d'huile de colza, faut acheter des oméga 3 marins, on peut manger des amandes, des oléagineux, etc. On peut avoir des bonnes sources de lipides. Puis après, on régule tout avec l'apport de glucides. Donc moi, j'en suis arrivé, contrairement à toi, à ne plus peser que les glucides. En fait, je pèse plus mes sources de protéines, mes sources de lipides, etc. J'ai des repères, mais je pèse toujours mes sources de glucides pour voir justement, parce que étant donné les quantités que je mange, j'ai du mal à voir s'il y en a assez. Et puis souvent les jours, des fois j'ai un peu plus faim, donc je me dirais mange un peu plus. Et donc je préfère avoir un certain repère. Mais c'est vrai qu'on en arrive finalement à se dire, on est passé par plein de différentes phases, et pendant des années, on a fait des articles sur Superphysique, des vidéos sur YouTube, etc. Et beaucoup de personnes ont cru à tort, et c'est pourquoi je voulais faire ce podcast-là aussi, qu'on était très extrême sur l'alimentation. Moi, j'ai des anecdotes comme ça. C'est des gens, des fois, ils viennent au Superphysique Gym, donc ma salle sur Annecy. Et puis, je sais pas, on se fait un resto ou un truc comme ça. Ou souvent, pour des concours, on organise un buffet après ou quoi. Là, par exemple, pour le Superphysique Games, je sais pas si on verra peut-être ça dans la dernière vidéo documentaire. Je me souviens plus exactement des vidéos. Au moment où on fait ce podcast-là, elle n'est pas encore sortie pour vous. Et à la fin, on avait fait venir un camion de pizza, en fait. Et parfois, les gens sont surpris, ils disent mais attends, vous mangez des pizzas, tu manges des pizzas, c'est dingue, dans tes vidéos, tu dis non. Mais en fait, il y a ce qui est le mieux à faire, en théorie, etc. Ce qui est le mieux à faire, tout court, même en pratique. Et après, malheureusement, en pratique, on se rend compte quand même que il y a une nécessité de faire des compromis parce que c'est bien d'être extrême sur sa diète, de tout peser, vraiment d'avoir le contrôle, mais que
il y a également autre chose dans la vie que de peser tout ce qu'on mange et de se couper du monde. Et c'est pourquoi certains sont parfois surpris, mais quand on s'entraîne régulièrement, etc. Donc, je sais plus dans quel podcast on en parlait ensemble. C'est vrai que moi, je suis habitué et je me rends pas compte que peu de personnes ne font même pas 30 minutes de marche par jour. Moi, j'ai l'habitude de marcher tous les jours au moins 1 heure, de faire au moins d'entraînement de sport, que ce soit muscu, kayak ou même rameur. Je viens de m'y mettre justement pour l'épreuve qualificative au Super Physique Games, vu que cette année, ce sera introduit avec le squat avant. Mais en fait, dès que je fais un écart, en fait, il brûle assez vite. Et on en arrive en fait à une phase beaucoup moins extrême, peut-être une phase d'équilibre vers laquelle on ne serait pas arrivé sans tous ces extrêmes par lesquels on est passé. Et je me souviens aussi sur le forum, tu te souviens de cette mode pareil, on a fait beaucoup de cas extrêmes, la mode de la vitamine C acérola. Oui, ça c'était au début des années 2000. Donc on avait un membre du forum qui était fan des travaux de Linus Pauling, donc quelqu'un qui avait eu le prix Nobel et puis qui avait fait des travaux autour de la vitamine C, puis qui avait montré que la vitamine C à haute dose sous forme d'acide ascorbique pouvait, semble-t-il, prévenir ou guérir des maladies. Et donc du coup, tout le monde s'était mis à prendre de la vitamine C et il fallait qu'elle vienne d'acérola, donc je crois que c'est un des fruits qui en contient le plus, parce que c'était comme ça qu'elle était la mieux absorbée. Enfin bon, puis au final, tout ça c'est tombé de mode, puis après c'était la mode de la vitamine D. Alors aujourd'hui, je sais plus quelle vitamine est à la mode, mais oui, je me souviens de ça. Ouais, moi je me souviens que c'était tellement une mode que certains, à la fin, quand l'acérola est un peu tombé en désuétude, c'était la mode d'acheter de l'acide ascorbique directement en poudre. Oui. Et je me suis... Je dis pas de conneries, les mecs l'achetaient même à des marchands de vin. Oui, je crois que c'était ça. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'à force de prendre de l'acide ascorbique, il y en a qui ont dedans. Et donc, bah oui, parce que c'était acidifiant. Et donc après, du coup, ils ont laissé tomber. Et voilà, c'est tombé comme mode. Mais en fait, ce qu'on vit un petit peu avec les entraînements de musculation, en fait, toutes ces variations qu'il y a régulièrement, on a un petit peu connu avec l'alimentation. Il y a eu tous ces extrêmes. Mais Rudy, c'est aussi parce qu'à un moment donné, tu disais qu'il fallait pas faire d'écart si on voulait vraiment progresser. Oui. Donc c'est parce que je pense que tu as eu ce discours-là que les gens sont peut-être étonnés aujourd'hui de voir que tu en fais au moins ponctuellement des écarts. C'est que pour celui qui a qu'une partie de ton discours à un moment donné, il peut penser que t'en fais jamais. Non, mais après, c'est toujours pareil. C'est quels sont tes objectifs? Si tu veux devenir culturiste professionnel, que c'est vraiment ce qui compte pour toi, etc. Bah effectivement, et t'as le potentiel, t'as les moyens financiers, t'as l'entourage, etc. Bah ouais, effectivement, faire des écarts va ralentir ta progression. Et c'est vrai que faire des écarts va ralentir ta progression. Alors après, ça dépend de l'écart, mais c'est sûr que si on se goinfre, bah ça fait pas du bien. Maintenant, dans la réalité, pour être heureux dans la vie, pour avoir plein de micro-bonheurs, comme je répète régulièrement dans mes podcasts, bah c'est un mélange de tout. Et peut-être que, c'est même pas peut-être, c'est certainement que être trop strict sur son alimentation ne conduit pas... je sais bien d'être le plus beau dans sa salle de bain ou à la salle, quoi. Mais... vous allez vite vous rendre compte que ça peut pas être le but de toute votre vie, quoi. On en avait parlé dans le podcast sur le dopage où j'avais interviewé de pseudo Marc qui justement, bah voilà, après être passé par les produits de poids, s'était rendu compte que tout ça était un peu futile. En fait, la musculation telle qu'on la défend nous, c'est vraiment un plus dans la vie, un équilibre à trouver. Et en ce sens, bah voilà, l'alimentation n'a pas besoin d'être extrême. Après, effectivement, certains ont des goûts, des préférences pour certains aliments qui sont peut-être pas les plus sains du monde, mais qu'on peut intégrer dans son alimentation pour justement avoir moins envie de succomber à de la malbouffe, à du fast-food, etc. Alors après, j'ai envie de croire aussi qu'avec les années, parce que moi ça m'arrive plus du tout, et je pense que toi non plus, d'avoir cette envie de junk food, de fast-food, etc. Ça fait des années que j'ai pas mangé ça, et je pense que c'est pas du tout un truc qui me fait envie. Je préfère ne pas manger que de manger ça. Mais par contre, tu me dis un bon japonais avec du saumon bien frais, etc. Voilà, bah ça j'aime bien. Ça je vais te dire c'est cool. Donc c'est pour ça que j'achète régulièrement du saumon. Donc en général du saumon sauvage quand il y en a à la poissonnerie. Mais tout ça pour dire voilà, il faut savoir être strict sur son alimentation, mais il faut aussi savoir, je pense, construire son alimentation par rapport à ses attentes, à ses objectifs et à ses goûts, parce que pareil, là, on parlait du blanc de poulet, etc. Mais tous ces extrêmes, en fait, poussent à la frustration. Et quand on est frustré, bah, ça ne peut que mal finir. Moi, je me souviens, période de diète, justement, au blanc de poulet, où les repas, c'était 4 fois du blanc de poulet dans la journée avec tomates, concombre.
bah ouais, quand t'arrives le week-end et puis que t'as un truc qui te passe sous le nez. Je me souviens, j'avais raconté, bah tiens, j'ai un truc, je crois, je sais plus c'est quelle partie sur Superphysique, j'avais raconté ma sèche étape par étape en 2007, donc c'est encore disponible dans la rubrique alimentation. Et je me souviens, d'un coup, justement, on était parti en compétition de force et j'étais, j'ai plus à un mois du championnat de France de culturisme. Et justement, bah, en déplacement, c'était compliqué de manger, donc je me dis, bah, je passe à zéro glucide, ça va être compliqué. Et je me souviens, bah, c'était compliqué d'avoir des légumes, on n'avait pas trop le temps, etc. Donc je mangeais que des boîtes de thon, quoi, toute la journée. Et au retour, on s'arrête dans une cafétéria et j'étais tellement frustré de rien manger, j'étais tellement mort parce qu'en plus on est très très fatigué quand on mange zéro glucide que mais j'ai dévoré ce qu'il y avait à la cafétéria. Mais vraiment, j'ai mangé. Je me souviens que bah je raconte ça, je crois que j'avais pris 5 kilos quoi. J'avais pris, alors c'est sûr que j'étais déplété complet en glycogène, j'avais plus aucun stock de réserve énergétique, mais j'avais gonflé mais comme un ballon quoi. Alors après bah, j'avais mis plus d'une semaine à tout reperdre, hein, mais ce qui montre bien que quand on est frustré, bah finalement ça fait pas du bien et à un moment on finit toujours par craquer. D'où bah je pense cette recherche d'équilibre qui est vraiment importante à poursuivre progressivement plutôt que de partir dans des extrêmes voilà, qui ne peuvent que mal finir. Mais il y a un autre aspect, c'est un aspect psychologique. Donc toi, tu parles de la frustration qu'après un régime trop strict, on peut vouloir manger tout ce qui nous passe par la main. Mais il y a un autre aspect, c'est quand tu es au régime depuis longtemps et puis que tu vois tes abdominaux s'améliorer, puis que tu as envie de rester sec à tout prix. Déjà, ce que tu te rends compte, c'est qu'il suffit juste quelques écarts pour que déjà tu vois moins tes abdominaux, en fait, que tu perdes un peu de sèche, ne serait-ce qu'à cause de la rétention d'eau. Et du coup, ça veut dire que pour être vraiment sec, il faut être au régime tout le temps. Et donc du coup, après, tu as toujours envie d'être de plus en plus sec et donc de toujours contrôler un peu plus ton alimentation. Et après, tu deviens irritable en fait. Déjà, t'as pas ta dose calorique toute la journée, donc on a tendance à être de mauvaise humeur, on est fatigué, on n'a pas des très bonnes performances à la salle. Et puis, des fois, je sais pas toi, mais moi, je devenais un petit peu condescendant vis-à-vis des autres, tu vois, qui étaient un petit peu plus gros. Je disais, regarde, voilà, moi, ça fait des mois que je suis en régime strict. Et l'autre, il mange n'importe quoi, et après, il s'étonne d'avoir du bide. Vraiment, les gens, ils ont pas de volonté. J'ai pas envie de fréquenter ces gens-là. Enfin, tu vois. Puis tu finis par te renfermer sur toi-même avec ton approche extrême. Exactement comme tu disais, tu finis tout seul et puis tu te coupes socialement parce qu'en fait, t'as l'impression que t'es entouré que de gens qui n'ont pas de volonté, alors que toi, tu tiens et tu manges 3 fois rien et tu vois tes abdos. Mais en fait, c'est une chimère parce que c'est pas tenable à long terme. Déjà, socialement, c'est pas possible. Et puis même toi, tu peux pas être au régime tout le temps sans être un culturiste professionnel qui vit de ça, quoi. Ça a pas de sens pour quelqu'un entre guillemets d'ordinaire d'être super sec et au régime en permanence. Non, mais vois ça n'a aucun sens. Et surtout, en plus, comme tu dis, bah, t'es irascible. À mon avis, c'est une période de la muscu. C'est quand tu te sens un peu invincible, quand tout passe bien l'entraînement, etc. Et puis t'as pas encore vraiment de projet de vie, où tu te raccroches en fait à ce que tu peux contrôler et là où tu es fort en quelque sorte. Et c'est vrai que voilà, ouais, quand t'es sec, ouais, mais c'est ça. Mais je sais pas comment l'expliquer, mais c'est vrai que quand t'es très sec, t'as un peu ce sentiment voilà de supériorité, alors que finalement, bah, c'est juste que tu manges pas là. Effectivement, il faut des efforts. Beaucoup n'y arrivent pas par manque de volonté, etc. Alors qu'ils le souhaiteraient. Du moins, ils disent en avoir l'envie. Mais ouais, c'est un drôle de sentiment. Et c'est vrai que tu te coupes du monde après. Donc c'est pourquoi, bah, finalement, on avait fait des articles sur Superphysique. Pourquoi ne pas sécher, etc. Et c'est même au moment où on fait ce podcast-là, c'est ma publication de ce soir sur Instagram. Donc c'est marrant. Mais c'est vrai que finalement, on se rend compte que cette mode du actuelle, cette tendance à vouloir sécher, etc. Bah nous, on a eu de la chance de pas la connaître en fait, d'être vraiment dans cette optique, prendre de la masse, etc. Et c'est même ce qu'on vous conseillerait. Mieux vaut être un peu gras, en forme, joyeux, social, et puis progresser. Pour la majorité d'entre vous, hein, qui n'ont rien à gagner à être le plus sec possible, hein, qui font pas de compétition, ou... voilà, vous pouvez peut-être sécher une fois, mais après, vous vous rendrez compte que tout ça, bah, c'est bien une fois, mais ensuite, bon, c'est vrai que Voilà, moi, ma règle, c'est tant que je vois les abdos,
Tant que je vois les abdos, ça va. Alors après, si je suis en déplacement puis que je fais pas mal d'écarts, donc ce que j'appelle des écarts, c'est pas aller au McDonald's ou manger de la junk food, c'est manger effectivement trop de trucs locaux sur le moment. Par exemple, si tu vas en Italie, tu vas manger plein de pizzas puis plein de spritz. Si t'es en Espagne, tu vas manger plein de cerveza et puis plein de tapas. Donc tu vois, tu dérègles franchement de la diète équilibrée, mais c'est pour entre guillemets profiter un peu du moment. Et donc après, quand tu reviens, les abdos sont un peu moins visibles. Ils approchent du moment où il va y avoir beaucoup de lumière pour les voir, et quand il faut beaucoup de lumière pour voir les abdos, là c'est que ça commence à être mauvais signe. Et bien dans ce cas-là, je supprime complètement les écarts, et puis je mange une diète équilibrée avec un peu plus de protéines, un petit peu plus de glucides, je fais du sport, puis ensuite ça revient à je vois mes abdos à peu près correctement, et puis hop, basta, tu vois. Ça sert à rien d'être Oui, mais sec. en plus, comme tu disais tout à l'heure, quand t'es trop sec entre guillemets, dès que tu fais le moindre écart, ça se voit vraiment énormément. J'en parlais avec mon pote Jojo là, qui est dans le tome 2 de la méthode Super Six, celui que j'ai pris en exemple en gorille, qui justement a séché là, et Lucien avant il était un peu plus gras, et quand on allait au resto ensemble, parce que c'est un peu le diable au niveau de l'alimentation quoi, on allait bouffer des saloperies, et moi le lendemain je disais putain, je dis regarde ça se voit et tout, il me disait ah ouais putain ça se voit, et lui ça se voyait pas, parce qu'il était un peu plus gras quoi. Et maintenant qu'il est un peu plus sec, il dit merde, dès que je fais un écart, ça se voit et tout. Et c'est vrai que c'est perturbant psychologiquement, quoi. Alors après, bon, c'est vrai que là, l'histoire des abdos, c'est après chacun a ses repères visuels. Hein. Certains se stockent sur le ventre, d'autres sur le cul, d'autres dans les cuisses, etc. Mais c'est vrai que moi aussi, je prends souvent ce repère des abdos. Et c'est vrai que quand tu as besoin d'une bonne lumière ou de tirer sur la peau pour bien les voir, C'est pas bon signe. Mais moi, je sais, c'est le tour de taille, en fait, le mien, 83, c'est correct. 82, je suis un peu plus sec que normal. 84, un peu plus normal. Voilà. Mais si ça monte à 85, là, c'est pas bon. bah, 85, tu te transformes en power, quoi. Non, non, un power, c'est 90. Non, mais voilà pourquoi on faisait ce podcast-là, parce que c'est intéressant, encore une fois, avec le recul, de voir les erreurs qu'on faisait, vous montrer que voilà, on a fait quand même une tonne d'erreurs, et encore, on n'a pas tout déballé. Hein. Si on y réfléchissait pendant des heures, on pourrait vraiment en rajouter, pour finalement voilà, arriver à un équilibre. Comme dit Fabrice, voilà, il est en déplacement, un peu de temps, voilà, la muscu n'est pas sa vie, ça lui fait plaisir de s'entraîner, pas de compétition préparée, voilà, il va manger local. En faisant attention, il va pas manger 3 pizzas par jour non plus. Et puis quand il revient, il fera un peu plus attention, il mangera un peu moins que ses besoins pendant un certain temps, et après ça ira. Et voilà, après encore une fois, c'est juste une question d'équilibre. Un peu trop un moment, un peu moins un moment, l'équilibre. Ce qu'il faut après, c'est voilà, si on a des objectifs en termes de transformation physique, vraiment qu'on débute la musculation, etc. Là, il faudrait être un peu plus strict. Surtout là, si on est en surpoids, etc. Là, ce qu'on vous dit, c'est parce qu'aujourd'hui, Fabrice et moi-même avons atteint pratiquement nos objectifs physiques. On sait très bien qu'on va plus trop évoluer, qu'on a un physique qui nous correspond, qui nous plaît, et que donc on n'est plus peut-être dans cette démarche d'être toujours mieux physiquement, mais plus dans cette optique de, même si on a toujours cette envie de progresser, parce que ça fait partie de nous, du moins moi en termes de performance, c'est toujours de m'améliorer, il y a toujours un petit gain. En termes de physique, on sait très bien que on est pratiquement au bout de ce qu'on peut espérer, et que si on souhaitait progresser encore plus, là, ça nécessiterait de se couper complètement de la vie, de la société, et que ce serait beaucoup moins fun que la vie qu'on a actuellement et qui nous satisfait plus que de raison. Voilà, oui, à un moment donné, si tu veux progresser pour dépasser entre guillemets ton potentiel, ton premier potentiel atteint, il faut quasiment que tu te transformes en professionnel, que tu vives que pour ça, et ça n'a pas de sens dans notre cas, quoi. Voilà. Ouais, c'est ça. Plus tu progresses et plus tu dois t'impliquer pour progresser. Sauf que comme tu gagnes pas d'argent et que c'est pas ta profession, aujourd'hui très peu de personnes vivent de leur physique. Hein. Aujourd'hui, moi, je vis de mon physique entre guillemets, mais parce que je propose beaucoup de services et de produits à côté, comme la méthode Superphysique ou le suivi à distance que je fais depuis 2006. Mais c'est pas mon physique en lui-même qui me ferait vivre. C'est pour ça d'ailleurs qu'il y a beaucoup de personnes qui sont très bien physiquement et même mieux que moi, qui ne vivent pas parce qu'elles se concentrent et elles croient encore à l'ancien temps où être musclé suffisait à avoir des sponsors, à être payé, etc. Et la réalité aujourd'hui, c'est qu'il y a tellement de personnes qui sont bien physiquement, notamment avec la démocratisation des produits dopants, que juste avoir un physique, c'est comment passer inaperçu complètement, quoi. Cela dit, Rudy, sur tes photos Instagram torse nu que tu mets régulièrement, je trouve quand même bien sec. Je sais pas si c'est juste...
Oui, mais parce que ouais, mais en fait c'est pas mon poids de forme pour la muscu en fait. C'est avec toutes les activités physiques que je fais à côté justement, j'ai un peu maigri et c'est ce que je sais plus d'où j'ai marqué ça, mais au Super Physique Games justement il y avait la pesée et quand je me suis pesé j'étais surpris de mon poids, je faisais 96,9 et là j'ai senti que ça allait être une compète difficile. Je me suis dit putain la barre au coucher va être lourde et c'est parce que je fais pas mal de kayak etc et j'essaye justement comme j'en parlais dans le précédent podcast de trouver mon équilibre entre la muscu et le kayak pour essayer d'avoir toujours la forme de progresser etc mais c'est vrai que moi qui suis habitué à brûler déjà beaucoup de calories dès que je fais quelque chose et puis bon comme je disais je marche 1 heure par jour je fais au moins une activité sportive donc moi la marche j'avais le pourcentage d'activité sportive mais j'ai une activité sportive au moins 1 fois par jour également donc muscu ou kayak ou même rameur là auquel je viens de me mettre donc en fait je brûle énormément de calories donc pour moi c'est facile actuellement de sécher si je faisais que 3 séances de muscu par semaine et le reste du temps je faisais que travailler, bah je mangerais moins et ce serait plus difficile. Mais c'est vrai que là, actuellement, je suis plutôt sec et c'est ce qui me permet de manger de temps en temps, pas des petites saloperies, mais de me faire un peu plaisir entre Ouais, guillemets. tout en gardant les abdos à un bon niveau, alors que quelqu'un d'autre, il les perdrait peut-être plus facilement. Mm. Voilà, je suis comme ça. Des fois, je vais acheter du saumon et puis je craque, j'en mange 300, Oh, 400 mais grammes d'un c'est coup, pas un quoi. écart, ça me dit. Une choucroute, c'est un Non, mais écart. choucroute, il est fou, mais non, je mange pas ça, moi. Choucroute. Comme quoi, l'ancien Rudy est toujours là dans le contrôle Ah d'alimentation. non, mais ça, j'aime pas. Non, mais moi, j'aime pas trop la choucroute, là. C'est pas trop mon truc. Non, ce qui peut m'arriver, ouais, moi, j'aime bien le saumon, manger beaucoup de saumon. Après, j'aime bien, là, comme il fait chaud, j'aime bien les plats frais. Donc là, j'ai mangé vietnamien dernièrement, donc des bobon, trucs comme ça, c'était hyper bon. Mais, ouais, c'est vrai que je suis plus, qu'est-ce que je vais manger? Si, la dernière fois, j'ai mangé. Il y a un restaurant italien qui a ouvert il y a pas longtemps sur Annecy, à Lazzuro. Donc, je recommande Lazzuro. C'est dans la vieille ville à Annecy. Et, ils font des pâtes à la carbonara directement avec du parmesan, ils le cuisent directement avec le parmesan et là c'est super bon quoi. Donc voilà. Bon, c'est un petit écart, là, ça va. Après les commandes sont pas énormes, mais une fois que tu as mangé ça, tu te sens bien lourd et ça c'était vachement bon. Hein. Ça c'était vraiment. Mais bon, après comme le lendemain, je fais 20 bandes de kayak, c'est ça se voit le matin et le soir ni vu ni connu quoi. Donc comme ça, c'est réglé. Euh, Avec ce podcast, vu qu'on a fait un peu le tour, on va vous laisser quelques liens sous ce podcast, dont notamment le lien pour aller voir le livre de Fabrice, notamment le sommaire, des liens vers des articles de Superphysique pour en savoir un peu plus sur l'alimentation, comment construire son alimentation. Je vous mettrai également un lien vers la formation Superphysique parce que je viens de finir toute la partie sur comment personnaliser son alimentation. Donc il y a plus de 40 vidéos étape par étape. Pour ceux qui ont le tome 3 de la méthode Superphysique, on peut dire que là c'est le tome 4, mais appliqué à l'alimentation. Donc je ne sais pas encore si je le sortirai sous format numérique en dehors de la formation Superphysique. Moi j'ai vraiment plus envie d'être dans cette optique de faire des liens avec ceux qui veulent avancer, de construire mon entourage, ma tribu comme je dis régulièrement. Donc je ne sais pas encore si ce sera disponible un jour hors de cette rubrique formation. Et puis voilà. Également parce qu'on arrive... avec Fabrice, on n'en a pas parlé avant, mais on arrive un peu à court de sujets. On vous a partagé pas mal de podcasts, on est pratiquement à 1 an de podcast, et on se demandait si ça vous intéressait qu'on ouvre un topic justement sur les forums Superphysique, sur lequel vous pourriez poser vos questions sur les podcasts. Donc toutes les questions que vous avez, et donc chaque semaine, plutôt que d'aborder un sujet spécifique, parce qu'on en a déjà abordé beaucoup, donc on en a encore quelques-uns à aborder, répondre à vos questions, faire un peu le courrier des lecteurs à l'instar de ce que faisait Jean Texier, malheureusement décédé dans le monde du muscle à l'époque, quand Fabrice était jeune, parce que moi je suis encore très jeune. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à le dire. Et puis on ouvrira le sujet, le topic comme on dit sur les forums Superphysique, on mettra le lien dans chaque podcast. Et puis on se fera un plaisir de répondre à vos questions de la façon la plus détaillée possible pour vous aider à progresser à la manière un peu d'une consultation comme je fais régulièrement via mon site. Mais en tout cas, je pense qu'on va essayer de vous donner un peu plus la parole pour essayer de mieux répondre à vos attentes, toujours dans la bonne humeur. Et enfin, j'ai regardé avant ce podcast, vous étiez 240 à avoir laissé un commentaire et une note de 5 étoiles. Et d'ailleurs, nous avons eu un mauvais commentaire, Fabrice. Voilà, je vais le retrouver tout de suite. Ne soyez pas pressés, je vais le retrouver, mais c'est quelque chose, c'est du lourd. C'est du très très lourd. Est-ce que mon téléphone marche? Attention, 242 même, 242 là, au moment du podcast. On en a pris 2 durant le podcast.
Alors attention, j'y vais parce qu'il y a beaucoup de commentaires, il faut que je défile les 240. Donc moi j'apprécie beaucoup les mauvais commentaires. Ah bah si ça permet de s'améliorer. Alors, le commentaire, le titre c'est bof, on n'a que 2 étoiles. Alors, c'est écrit dans un français pas très académique, et c'est de Muslim Rider. Je lis le commentaire. C'est pas super génial, juste des mecs qui se gonflent le cheville plus que les muscles. Mais ce qui me dérange le plus, c'est le son de toilette qui donne même pas envie d'écouter plus après 5 épisodes. Voilà. Donc quand on a des mauvais commentaires comme ça, on est content. On est content parce qu'on se dit c'est quelqu'un qui nous aimait pas déjà à la base, quoi. Non, mais il a peut-être écouté les premiers podcasts où le son était perfectible et puis voilà. Non, mais bon. Le son est toujours perfectible et sachez qu'on essaye de faire du mieux possible pour le son. Après, c'est compliqué parce qu'on est vraiment très éloigné en distance. On a eu quelques problèmes avec Skype. Là, on est passé sur un logiciel tiers. Donc, on espère que ce sera mieux. En tout cas, sachez que, comme d'habitude, on essaye de faire du mieux qu'on peut et c'est pas voulu si de temps en temps le son est un peu moins bien. Mais en tout cas, voilà, on a eu un petit mauvais commentaire la semaine dernière. Mais en tout cas, ceux qui n'ont pas encore laissé un petit commentaire et qui souhaiteraient nous encourager, parce que c'est gratuit et ça nous donne la pêche, bah c'est possible en allant directement sur l'application podcast si vous êtes sur iPhone, en tapant Superphysique Podcast, ou directement sur iTunes si vous êtes sur PC ou sur Mac, en tapant la même chose, et donc en descendant et en laissant un petit commentaire encourageant, 5 étoiles, et vous pouvez bien évidemment en parler autour de vous pour nous aider à faire connaître Superphysique. Et donc nous, on se retrouve dès la semaine prochaine, peut-être pour répondre à vos questions. Salut. Salut.